Yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première review de l'année. Quel chapitre, quelle révélation! L'histoire de Nika se révèle de plus en plus, la mythologie du monde de One Piece s'étale et se dévoile grâce aux légendes des géants. La vie de Loki est également expliquée, Loki qui se voit d'ailleurs proposer de rejoindre les Chevaliers Divins par les deux mystérieux personnages introduits plus tôt. Écoutez, il y a trop de choses, ne perdons pas plus de temps, soit vous regardez la vidéo complète, soit je vous laisse un timecode pour que vous skippiez la partie de la review du 1135, bien que ça serait plutôt dommage si vous voulez mon avis. Voilà, vu que je l'ai pas fait, je me suis dit je vais rajouter une petite partie dans cette review là, ça fera un 2 en 1. Bon, on s'est arrangé comme on peut, en tout cas peu importe. Faites ce qui vous chante, dans tous les cas je vous souhaite une excellente vidéo les bros. Dans les derniers chapitres, on se demandait bien comment les livres d'Elbaf pouvaient autant gagner en taille une fois rentrés dans la bibliothèque. La réponse nous est très vite apportée, c'est Biblo, le hibou, maître de la bibliothèque, qui posséderait d'après Lilith le fruit de la formation. En tout cas, c'est comme ça que le traduit la version française. En anglais, c'est peut-être plus explicite puisqu'il se traduit par le fruit de l'agrandissement. Deux autres informations nous sont fournies à propos de Biblo. C'est un hibou éducateur et il a élu domicile dans cette bibliothèque il y a plusieurs siècles. Je vous la fais courte, mais ça doit faire donc minimum 300 ans qu'il est là, perché à protéger ses petits livres. Alors je dois avouer que la première pensée que j'ai eue en voyant le design de ce hibou, c'est que c'était un humain ou un géant avec un zoan spécifique. Voilà. Mais la précision qu'il soit un hibou éducateur indique assez simplement qu'il fait partie d'une espèce assez spéciale, peut-être unique, propre à Elbaf. On l'a vu, les animaux ont une place hyper importante dans le pays. Rod en avait plusieurs. Gerd a une chouette qui l'accompagne. Loki est pote avec les rois des montagnes. La faune d'Elbaf est très spéciale et renferme sûrement plusieurs secrets. Certains, comme Biblo, seraient donc dotés d'une intelligence bien supérieure et pourraient communiquer avec les humains comme le font les rois des mers ou Zunesha avec Shirahoshi et Luffy. Biblo pourrait lui avoir appris le langage des humains ou communiquerait avec Luffy grâce à la voix de toute chose et pourrait donner des informations importantes sur l'histoire et sur Elbaf. En tout cas, j'ai du mal à le voir rester là ici dans la bibliothèque alors que son pouvoir sera parmi les plus utiles aux Mugiwara dans cette nouvelle île. Si Biblo ne peut agrandir les êtres organiques, les êtres vivants, il peut augmenter la taille du Sunny. Pourquoi faire? J'en sais rien du tout, mais on pose ça là au cas où. Là, on va parler d'un sujet grave intéressant du chapitre 1135, Coron. Le petit gamin introduit aux côtés de Shanks commence bel et bien à avoir de l'importance dans l'histoire après avoir rencontré Luffy pour la toute première fois. Nous apprenons deux choses le concernant, il est le fils de Ripley, le professeur de biologie de l'école du Morse, donc ok c'est une nouvelle sympa à avoir, surtout que c'était carrément sous-entendu dans le chapitre 1132, je suis totalement dégoûté d'être passé à côté de cette info, mais aussi et surtout, son père est un humain. Un humain qui est de surcroît, et d'après les dires de son gosse, un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Vous le sentez là, la théorie du Scopper Gabon sur Elbaf, père de Coron, mari de Ripley? Enfin, mari non, même pas, puisqu'elle déclare qu'il est plus jeune qu'elle et que ça le contrarie d'être le seul à vieillir, alors il refuse de l'épouser. Comment penser autrement qu'à Gaban, c'est un pirate largement assez puissant pour être comparé aux guerriers d'Elbaf, puisqu'il était parmi les têtes principales de l'équipage de Roger. Ripley semble avoir plus ou moins l'âge de Dory et Broggy, aux alentours de 160 piges, Gaban lui a sûrement entre 70 et 80, comme Roger et Riley, ce qui valide bien le fait qu'il soit plus jeune que elle. L'âge de Coron n'a pas encore été dévoilé, mais si vous pensez qu'il a moins de 10 ans, alors vous vous êtes bien fait avoir par son apparence. Coron a probablement 18 voire même 20 ans, un âge similaire à Aerudine qui s'entraînait sur Elbaf, aperçu durant le flashback de Big Mom. Oui, les géants ne vieillissent pas de la même façon, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce gamin est probablement plus vieux que Luffy ou du moins a le même âge. Bref, là encore ça correspond bien à la période à laquelle Scopper Gabon a quitté l'équipage de Roger, issu par ce dernier il y a plus ou moins 24 ans. Et tout comme Rayleigh, il a trouvé une femme avec qui partager le reste de sa vie. Rayleigh a eu Shaki et Gaban aurait eu Ripley. On peut aussi noter que Rayleigh et Shaki se seraient mariés que très tard, genre pendant l'ellipse, si je dis pas de bêtises. Ça montre bien que l'équipage de Roger a un véritable problème quand il est question de s'engager. Donc ouais, bref, c'est très compliqué de voir quelqu'un d'autre que Gaban, surtout vu à quel point les théories tournent autour de lui quand il est question de ce mystérieux personnage. Ça donne encore plus de sens à la scène entre Coron et Shanks. Shanks étant un ancien camarade de Gaban, il a dû se rendre sur Elbaf pour le rencontrer et en a profité pour rencontrer son fils. J'aime vraiment bien, même comme l'histoire se goupille. Et bien évidemment, on ne se demandera pas comment un humain et une géante ont pu avoir un enfant ensemble, ça restera l'un des rares mystères de One Piece qu'on laissera à l'esprit tordu de son auteur. Sans transition, on passe à une autre petite partie des notes que j'ai fait sur ce chapitre, les fêtes des géants. D'après Zoro, quand il commence à boire, les géants festoient pendant 3 jours et 3 nuits. Alors je sais pas si ça a un lien quelconque, mais c'est précisément le temps que Roger et Barbe Blanche se sont battus, 3 jours et 3 nuits, là dans le flashback de Oden. Alors autant que je trouve ça
bizarre que les deux événements durent le même jour, autant je serais absolument incapable de vous trouver une raison et un possible lien. Je voulais simplement relever ce petit détail. Autre sujet qui pour le coup n'est pas un détail, nous avons la confirmation que l'arbre d'Adam d'Elbaf est le plus vieux des arbres d'Adam, mais que d'autres existent un peu partout dans le monde. Les paroles de Franky au chapitre 431 étaient donc bien vraies, il en existe plusieurs dans le monde. En vrai, je me demande si l'arbre d'Ohara n'en était pas un. Oui, ils sont censés être indestructibles, mais à quel point qu'ils résistent à la guerre est une chose, mais peuvent-ils vraiment résister à un Buster Call? L'arbre de la cognition serait bel et bien une pousse de l'arbre d'Adam, et bien que détruit, il repousserait d'année en année pour que dans plusieurs décennies ou plusieurs siècles, Ohara retrouve sa beauté d'antan grâce à l'arbre trônant au milieu de son île. En tout cas, il est évident que nous découvrirons d'autres îles avec un tel arbre comme trésor national. Qui sait? Peut-être qu'une partie de l'arbre d'Adam se trouve aussi dans les ruines de l'ancien royaume. On continue de passer du coq à l'âne avec une nouvelle petite observation sur Gerd qui semble terriblement passionnée par les humains au point où elle leur confectionne des habits. Voilà. Exactement comme l'a fait Rod, qu'elle traitait pourtant de mec chelou. Alors les tenues sont très cool, aucun problème là-dessus, mais d'où vient cette fascination? La seule explication qui me vient à l'esprit là dans l'immédiat, c'est que le présumé Scopper Gaban, seul humain d'Elbaf, a tellement de force et de caractère qu'il en est venu à littéralement passionner la jeune génération des guerriers géants. Il est là depuis 20 ans, ça fait 20 piges qu'ils se sont tous attachés à lui et se sont passionnés pour sa force qui égale celle de leurs plus puissants guerriers, expliquant également pourquoi Ripley est tombée amoureuse de lui. Donc ouais, la fascination de Gerd et Rod aurait peut-être comme origine notre bon vieux Gaban, et pitié, j'espère que ça sera vraiment lui, sinon ce sera tapé la honte pendant 3 mois à le mentionner en boucle. Ok, donc là on arrive sur une partie un peu plus croustillante et elle concerne la femme apparue aux côtés du double ou du clone de Shanks dans les précédents chapitres. La scène se déroule dans le château Owist, donc le château principal d'Elbaf où siège le roi, et la femme chevalier divin soumet en quelques instants l'un des deux géants censés être des gardiens. Le problème étant que on ne sait pas comment elle a fait, quel pouvoir a-t-elle utilisé. Pour avoir une petite idée, une piste, il faut regarder la scène dans son intégralité et essayer de déceler les changements dans les dessins d'Oda qui sont pour le coup vraiment pas à la hauteur là d'un moment aussi important. Donc là, si vous regardez au niveau des jambes du géant qui va se faire attaquer, entre la première case, la seconde case et la dernière case où ses jambes apparaissent, on peut voir des bandages apparaître et prendre de plus en plus de place. Des bandages qui se retrouveront également sur son bras gauche et apparemment aussi autour de son cou. Ces bandages forment une étreinte, immobilisant entièrement le géant, le blessant également et l'empêchant probablement de respirer. Si vous n'avez pas encore fait le lien, ces bandages sont sûrement similaires à ceux recouvrant son visage. Voici donc le pouvoir de ce personnage qui, avec seulement des morceaux de tissu, est parvenu à soumettre un géant sans même avoir à bouger. Alors on peut se poser la question de quel pouvoir possède-t-elle vraiment? Premièrement, je me suis dit que ça pourrait être une forme du Ito-Itonomi amélioré de Doflamingo, puisque n'oubliez pas que Saturne, avant de mourir, expérimentait divers fruits du démon. On ne sait pas jusqu'où ces expériences l'ont mené, mais il a peut-être réussi à améliorer un fruit du démon existant à l'origine pour le combiner avec d'autres pouvoirs. Même si je pense que Saturne a un lien direct avec les pouvoirs utilisés par l'ordre des chevaliers divins, je me suis également dit que cette femme pouvait simplement être la représentation d'un Shinigami, un dieu de la mort que se font les mangaka en général. Sido dans Death Note, Ichigo dans Bleach, il y a ce truc où ceux censés représenter les dieux de la mort sont recouverts de bandages, donnant cet aspect de momie assez intimidant. Oda aurait voulu faire à son tour de ce chevalier divin une faucheuse qui ôte la vie de ses ennemis, non pas avec une faux, mais avec ses bandages qu'elle peut contrôler absolument comme bon lui semble. Et pour finir, la réapparition de Jarl, le plus vieux, homme vivant à ce jour, 408 ans au compteur, les refs, c'est une véritable folie. Seulement 392 ans le séparent du siècle oublié, son père et son grand-père, s'ils ont vécu autant que lui, ont sans doute pris part à la bataille des 20 royaumes et de l'ancien royaume. Et comme je le disais très bien dans le chapitre 1030, si 408 ans est un âge atteignable chez les géants, alors cela signifie que les plus vieux géants encore en vie sur Elbaf sont des enfants et petits-enfants de témoins du siècle oublié. C'est la preuve que sur Elbaf, pour parler du siècle oublié, ils n'ont pas besoin d'écrits antiques ou de légendes, mais seulement de se remémorer les récits de leurs parents pour tout révéler de ce vide de 100 ans. Je vous disais que si j'attendais l'apparition d'un seul homme sur Elbaf, c'est bien Jarl. La question est surtout maintenant de savoir si Oda va le faire parler ou de faire de lui une tombe silencieuse. D'ailleurs, en parlant de tombe, il a bien failli y passer, à en juger l'épée lui transperçant le crâne. Son casque lui a apparemment sauver la vie, mais physiquement, son casque, il pourra surtout plus jamais l'enlever, quoi. Son crâne est percé avec la lame plantée dedans. C'est un truc qu'il avait pas il y a 60 piges, quand Big Mom était encore gamine, donc c'est assez récent finalement. Si j'ai une seule théorie à donner, c'est qu'il s'agit de Loki quand ils se sont battus il y a 6 ans pour l'emprisonner. Voilà tout, hein. Pour se défendre, ou même pendant un brouhaha général, il a percé le front de Jarl, heureusement sans le tuer, auquel cas sa sentence aurait été bien pire. Après, c'est plutôt étonnant, Jarl est vraiment grand, il semble même faire le double que Brogy, c'est une taille que seul Oz, véritable démon antique, pouvait atteindre. Cette lame particulièrement grande serait donc la sienne, celle de Jarl, mais aurait été utilisée par un autre géant pour tenter de le tuer. En tout cas, sa survie ne tient que du miracle, espérons qu'il ne meure pas tout de suite, je suis persuadé qu'il a encore beaucoup de choses à nous révéler.
Ok, donc comme vous l'aurez compris, j'avais fait ce condensé du chapitre 1135 pendant mes vacances. Maintenant, on va direct se mettre à jour en attaquant la review complète de ce chapitre 1136. Si ça vous chauffe et pour m'aider, eh bien n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Merci beaucoup à vous. C'est la fête sur Elbaf, le banquet bat son plein et les langues se délient. Énormément de révélations nous sont faites tout au long de ce chapitre, répondant ou survolant le sujet de plusieurs questions et mystères. On commence avec Oz, oui étonnamment le démon, puisque Usopp, pendant qu'il expliqua aux géants les combats qu'il a pu mener, a cité le géant antique. Un autre géant rétorqua que ce même Oz était un guerrier féroce et légendaire de la race des géants. Là déjà ça a commencé à m'intéresser, puisqu'on ne sait strictement rien du rapport d'Oz avec les autres géants, tout simplement car Oz n'est pas un géant banal. Tout son physique le différencie d'un géant lambda. Pourtant, aujourd'hui, on nous révèle qu'il est connu parmi eux et est même considéré comme un ancêtre légendaire. La chronologie autour de ce personnage est en plus très intéressante. Il serait mort il y a 500 ans, congelé dans le pays des glaces, alors qu'il n'avait que 159 ans d'après sa vivecard. Ce qui veut dire que malgré que ce soit une légende, il n'était qu'à un petit siècle de vivre à la même époque que Yarul, le doyen des géants présent aujourd'hui même sur Elbaf. Le truc m'ayant encore plus étonné dans tout ça reste la liaison beaucoup plus proche que je ne le pensais des géants et des géants antiques. Le terme de géant antique est un terme employé pour la première fois par Big Mom en voyant apparaître les Numbers au chapitre 989. Ce n'est que plus tard qu'Oz et Oz Junior seront confirmés comme appartenant à cette race à travers les Vivcards. Cette race se rapproche effectivement bien des géants de par leur taille et leur force, mais également des Oni, les ogres démons, qui seraient la race de Kaido et Yamato comme l'empereur le sous-entendait au début du chapitre 1025. Je suis d'ailleurs toujours assez étonné de voir que peu de personnes accordent du crédit aux paroles de Kaido à ce moment-là, qui, si elles sont bien réelles, évidemment, révèlent à la fois ses origines, celles de Yamato, mais aussi toute la mentalité et même la prophétie régnant au sein du clan des Oni. Yamato, en tant qu'enfant des Oni, héritière de leur culture, ne doit pas être ami avec les humains, mais régner sur eux. Et quand on découvre sur Elbaf que certains géants semblent avoir une forme de dégoût envers les humains, en les rabaissant qu'à de vulgaires nabots, comme le faisaient par exemple les gardes du château d'Harald au chapitre précédent, eh bien on peut se poser la question si dans la tribu des géants ne se trouvent pas plusieurs héritiers de cultures différentes. Il y aurait les géants plus pacifiques comme Zoro et Harald, les géants amoureux de la guerre sans pour autant discriminer qui que ce soit, et les géants anti-humains, adorateurs des Oni, voire même descendants des Oni. En tout cas, si on doit en savoir plus sur cette race mystique, celle des Oni et celle des géants antiques, eh bien c'est sur Elbaf. J'espère qu'Oda ne manquera pas cette opportunité pour mettre en valeur le personnage absolument fou qu'était Oz. Maintenant parlons un peu, voire même beaucoup, du dieu soleil, car les géants se sont révélés être particulièrement bavards sur cet emblème principal de leur mythologie. Rod explique que le rêve de tous les géants est de devenir le dieu soleil pour gouverner le monde. Toutefois, la définition du dieu soleil n'est pas la même pour tous. Certains pensent qu'il est le dieu de la libération, d'autres le dieu de la destruction, et encore d'autres le dieu qui rigole. Si Jarul n'a pas de certitude de ce qu'est vraiment Nika, il sait par contre qu'il apparaît chaque fois que le monde s'apprête à changer significativement, générant la peur dans le cœur des plus grands dirigeants. La confrontation entre Harald et Loki pourrait être liée au dieu soleil et à l'éternelle question pour les géants de savoir qui d'entre eux sera le libérateur ou le destructeur. Harald étant pacifiste, Loki étant agressif, je vous laisse imaginer quelle était leur vision respective de Nika, ça doit pas être très compliqué à deviner. Avant de parler de Nika et de son symbole chez les géants, il me semble très important de noter la représentation faite par Yarul de cette divinité qui porte non pas une épée et une lance, mais une épée et un bouclier. Décidément, le Luffy du Colisée Corrida était un vrai précurseur dans son accoutrement de gladiateur. Une silhouette qui de toute façon et dans son ensemble est plutôt différente que celle décrite par Usu. Mais pourquoi? Eh bien, si vous voulez mon avis, c'est un nouvel indice qui mène à ce que je vous répète depuis bientôt 4 ans. Avant même Joy Boy, existait le vrai Nika, celui à l'origine de toute cette légende. Il existait il y a plusieurs siècles, bien avant l'histoire du siècle oublié, et Joy Boy a hérité de ses pouvoirs comme Luffy a hérité bien des pouvoirs de Joy Boy. Et si je dois vous expliquer qui est quoi, je dirais que le premier Nika dévoilé au 1018 est le plus ancien des Nika, l'original, expliquant sa tenue des plus simples. Le deuxième Nika, celui de Joy Boy, serait peut-être celui dévoilé aujourd'hui avec son épée, son bouclier et surtout son écharpe de nuage qui est un signe distinctif du Zoan éveillé de Luffy. Au détriment de ses armes, on retrouve toutefois la même ceinture que Luffy dans le Nika de ce chapitre, au Nika du chapitre 1115 qui était justement Joy Boy. Et le dernier Nika du coup, c'est bien sûr notre Luffy à nous. Ce changement d'accoutrement en est une preuve supplémentaire à mon sens, et en partant de ce principe, vous allez découvrir dans la suite de cette théorie à quel point ça explique parfaitement les paroles du doyen des géants. En effet, pourquoi il y a-t-il autant de définitions
de ce dieu soleil. Pourquoi certains le voient comme porteur de chaos et d'autres comme un sauveur? Il se pourrait que Nika ne soit pas forcément une entité positive, et c'est pas du tout une idée déplacée de le penser. J'ai aimé me dire pendant quelques instants en lisant ce chapitre que parmi les 3 Nika qui existent ou ont existé, tels que le Nika original, le Nika de Joy Boy et le Nika de Luffy, chacun a une signification qui leur est propre. Le Nika original est celui qui rigole, il est à l'origine de la légende du dieu qui fait rire les gens. Le Nika de Joy Boy serait le Nika de la destruction, puisque c'est à cette époque que le monde a vraiment été détruit en combattant le gouvernement. Et pour finir, le Nika de Luffy serait celui de la libération, parce que Luffy, il libère les gens, hein, voilà tout. C'est cool de penser comme ça peut marcher même, mais voilà, il y a quand même un problème, et un problème de taille. En fait, la libération, la destruction et le rire, c'est propre à absolument tous les Nika, hein, quelle que soit sa forme. Prenons juste Luffy, il libère les gens, mais il détruit également. Preuve en est avec la prophétie de Shirley des hommes poissons qu'il a vu au milieu des flammes, comme s'il était à l'origine de cet apocalypse. Et puis il rigole, ça a toujours été, ça sera toujours le cas. Donc ces 3 caractéristiques se retrouvent bel et bien en Luffy. Qu'en est-il du Joy Boy de l'ancien royaume alors? On peut bien l'assimiler à la destruction, c'est une certitude, mais aussi au rire, puisque c'est lui qui a laissé le conte ayant fait pleurer de rire Roger sur Laftel. Et évidemment, vu le synonyme de libération qu'a Joy Boy, comme la promesse qu'il a fait aux hommes poissons de les aider, ou la légende existant dans la tribu des Lunarians sur la création d'un nouveau monde, eh bien on peut aussi le considérer comme un homme cherchant la liberté, la sienne, oui, mais aussi celle des opprimés. Avec tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire à ces gens-là, ce chamaillant, leur définition de Nika, que, en fait, ils ont tous raison. Nika apporte le rire dans son apparence loufoque et ses gestes ridicules, il libère les opprimés en faisant résonner les tambours de la libération, et il apporte la destruction. Il détruit les mondes corrompus pour les bâtir à nouveau. C'est une transition parfaite toute trouvée pour parler de ce point précis mentionné encore une fois par les géants. Il aura sûrement attiré votre attention. Dans la mythologie d'Elbaf, le monde a déjà été détruit 2 fois. C'est apparemment ce qui est écrit dans cette ancienne mythologie appelée Harley. Bon, après, je suis pas encore sûr de la traduction, on en reparlera la semaine prochaine je pense. Quoi qu'il en soit, ces écrits anciens sont indescriptibles et peuvent prêter à des mauvaises interprétations. On va en parler après, mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la destruction du monde à 2 reprises. Si ce fut vraiment le cas, alors Oda vient de rajouter une nouvelle dimension à la chronologie de One Piece en mentionnant la destruction du monde ayant eu lieu pendant le siècle oublié, celui qu'on connaît sans connaître avec Joy Boy et l'ancien royaume contre le gouvernement, bref, tout ça, toute cette partie du siècle oublié, mais aussi un autre monde détruit, un monde plus ancien, bien plus ancien que celui de Joy Boy, remontant à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. C'est lui le 2e monde mentionné par la mythologie des géants. Et ce monde a été détruit par le Nika originel, pas Luffy, pas Joy Boy, mais le vrai Nika, le vrai dieu du soleil des temps anciens. Bon, alors déjà, on parle beaucoup de destruction de monde, mais ça signifie quoi ça dans One Piece? C'est davantage une métaphore qu'une réalité littérale. Le monde n'est pas physiquement détruit, et la planète n'explose pas. Non. La destruction du monde, c'est la fin de l'ordre, c'est la fin des lois et des règles établies jusqu'alors. La destruction du monde, c'est un renouveau fondé sur des bases totalement différentes, plus saines. Si on prend Dragon par exemple, il pourrait vouloir détruire le monde. Il le détruirait en annihilant le gouvernement mondial, les créateurs du monde justement, de façon à ce que la corruption soit effacée pour apporter une nouvelle ère de paix et de prospérité. Alors certes, il y aura des changements géographiques, Vegapunk a bien expliqué que la guerre du siècle oublié a remodelé le monde dans tous les sens du terme, notamment suite à la montée des eaux, mais voilà ce qu'est réellement la destruction du monde, c'est avant tout cibler ceux qui en ont le contrôle actuel et les faire chuter. Maintenant que vous avez cela en tête, vous comprenez mieux pourquoi et comment Luffy pourrait détruire le monde, mais d'une manière qui permettrait d'apporter une paix universelle, loin d'un quelconque apocalypse final. C'est ce que Joy Boy aurait également voulu accomplir, mais il a échoué. En réalité, c'est la coalition des 20 rois qui a détruit le monde en renversant l'ancien royaume prospère, créant ainsi une ère de souffrance et de misère. Et encore avant lui, celui qui avait détruit le monde avant Joy Boy, c'était Nika, le dieu du soleil, l'original, le vrai, le plus vieux de plusieurs millénaires. Il vivait dans un monde où le mal régnait et s'est éveillé pour le combattre et détruire les fondations de ce monde corrompu. Cette ère de paix, qui aura duré plusieurs siècles, aura été sauvagement interrompue par la coalition des 20 rois, qui deviendra plus tard le gouvernement mondial, répandant la terreur sur le monde, surpassant la réincarnation de Nika, ayant tenté de leur faire barrage. C'est lui, notre fameux Joy Boy d'il y a 800 ans. Aujourd'hui, tous ces siècles plus tard, Luffy va accomplir la volonté qui repose sur lui, celle de Joy Boy qui a échoué, mais aussi celle du Nika originel à qui il emprunte la forme et les pouvoirs. Le monde a bien été détruit 2 fois, à chacune des fois, Nika se réveille et c'est la raison pour laquelle Yarul précise que ceux au pouvoir craignent l'apparition de Nika. Comme on dit, jamais 203, le monde va mal, Luffy a éveillé un pouvoir antique et devra mener à bien la 3e et dernière destruction du monde en battant
le gouvernement mondial. C'est un cycle perpétuel qui ne s'arrêtera sûrement jamais. Après chaque ère de paix prendra place une ère de guerre et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, Nina avait fait une théorie passionnante à ce sujet il y a quelques années, je vous laisse le lien en description. Les ères sont au centre de One Piece, elles sont à la fois les signaux et les repères du monde entier. Malheureusement, cela fait bien des siècles que l'ère de la paix, n'a pas pointé le bout de son nez. Nous allons passer au sujet suivant, mais avant, petit drift pour retourner sur cette fameuse mythologie des géants mentionnée par Yarul. Ça m'a bien intrigué qu'il précise que c'est une langue inconnue et donc sujet à mauvaises interprétations. Parce que déjà, ça signifie que ce n'est peut-être pas vrai, cette histoire des deux mondes détruits par le passé, ou du moins que ça a été mal traduit, mais surtout que cette langue pourrait être celle des poneglyphes. Tout simplement. Je suis d'accord, moi aussi ça me paraîtrait un peu bizarre que ce soit les poneglyphes, qu'ils soient inconnus des géants quand on sait qu'ils accueillent Zoro, qui lui-même a récupéré les livres d'Ohara, les savants à l'origine du décryptage des poneglyphes. Mais si c'était le cas malgré tout, si pour une seule fois Robin découvrait des écrits de poneglyphes non pas sur des stèles de pierre, mais dans un livre ou dans un trésor d'Elbaf qu'elle devra déchiffrer pour en découvrir le sens. Et si pour une fois les caractères qu'elle va déchiffrer seront une sorte de prophétie perdue des géants depuis des temps immémoriaux. Ça peut paraître gros, je le conçois, mais alors que nous n'avons pas encore tous les secrets autour des poneglyphes, je trouverais ça dommage d'introduire un autre langage sur lequel l'histoire n'aura sûrement pas de temps à accorder. Voilà pourquoi j'aime l'idée d'accorder ces textes à des poneglyphes, qui ne seront pas des poneglyphes traditionnels, mais que Robin pourra tout de même traduire. Bon ben voilà, en tout cas avec tout ça, Luffy en a appris vraiment beaucoup plus de ce qu'était le dieu soleil, je doute qu'il ait tout compris ou même tout écouté, mais on se rapproche vraiment du moment de sa prise de conscience ultime, celle où il comprendra son but et son histoire. En étant honnête, je doute même de ce moment précis là que je viens de vous citer. Luffy continuera sûrement à faire ce qu'il importe sans se demander si c'est bien, si c'est mal, si c'est attendu ou non par une pseudo-prophétie. La suite de cette review va nous mener vers Loki, on ne se rend pas encore aux enfers, ça sera pour un peu plus loin dans la review, par contre les géants nous parlent un peu plus de lui et c'est très intéressant. Une partie de l'histoire du prince maudit d'Elbaf nous est révélée, nous permettant ainsi de mieux comprendre comment et pourquoi il est encraint par le reste de son clan. Déjà ça commence mal pour lui avant même de naître puisque le roi reçoit une prophétie disant qu'il sera tué par un fils. Donc le gamin n'a encore rien fait, mais dès sa naissance, il sera vu comme un paria. C'est impeccable, génial, bravo les géants. Le principe des prophéties pré-naissance existe déjà dans One Piece et Neptune en a aussi eu une, disant que sa fille aurait le pouvoir de détruire le monde. Bingo, c'est Shirahoshi, Shirley a un véritable don. Mais est-ce que le voyant des géants était aussi doué? C'est totalement possible, mais prenons des pincettes, car une telle prophétie peut être totalement préparée à l'avance. Les véritables assassins ont peut-être prémédité leur coup depuis des décennies pour remettre la faute facilement sur Loki le jour venu. Gardons aussi en tête que Harald a, à ce qu'il paraît, un deuxième fils et qu'il s'agirait d'Airudin, comme le laissait sous-entendre le chapitre 1130. En tout cas, c'est un fils adoptif puisqu'il est juste considéré comme le fils de Harald. Il est parfaitement légitime de se demander si ce n'est pas Airudin qui a tué le roi, et ce de manière involontaire. En tout cas, ils ont l'air d'avoir Loki dans le collimateur depuis qu'il est gosse, donc j'avoue ne pas vouloir trop les croire sur parole non plus quand il s'agit de lui. De toute façon, depuis son apparition, je maintiens que Loki n'est pas un antagoniste, alors j'ai aucune raison de changer de discours maintenant. Pourtant, ce chapitre pourrait peser contre cette théorie. L'histoire qui dépeint ce prince maudit d'Elbaf fait de lui un véritable Odin en fait, version viking, je peux pas dire mieux. En naissant, il a tué le cheval de la famille royale, possible référence à Sleipnir, des mythes nordiques, le cheval du dieu Odin. Ensuite, il a fait des enfers son terrain de jeu, adoptant les plus terribles bêtes du territoire grâce à sa force extraordinaire qu'il a ensuite relâchée dans le village, alors qu'il n'avait que 10 ans. Il cramait et détruisait tout sous couvert de blagues et de farces. Loki leur en a fait baver, et ça par contre, je veux bien les croire. Ça, comme je le disais, c'est les conneries des personnages trop puissants et délaissés. Odin faisait pareil à son âge, si ce n'est pire. Le problème avec le discours des géants, c'est plutôt le reste. Ils le tiennent responsable de tout. Ils le tiennent responsable comme d'une malédiction, de la mort de Yorul par Big Mom, ou encore d'une série de désastres sur Elbaf, ainsi que de la mort de la reine, sa mère, un an après sa naissance. Est-ce que on peut vraiment le déclarer coupable de ses actes? Ben non, c'est pas de sa faute. Si Big Mom a pété un câble, c'est pas de sa faute si sa mère est morte après sa naissance. Donc ouais les gars, c'est évident que Loki est un cas spécial, c'est pas le plus adorable de tous, mais j'ai la sensation qu'il est la bonne poire de tous les géants et que lorsqu'on découvrira sa vérité, à lui, Loki, il paraîtra beaucoup moins barbare. Ça ne va toujours pas en sa faveur, mais Yarul dévoile aussi que c'est pendant son combat contre Loki qu'il s'est fait transpercer par une épée. Alors j'ai envie de dire cool, je l'avais pré-shot, mais vous, ça va vous paraître débile puisque cette hypothèse vient de la partie 1135 de cette vidéo. Donc je vous invite à croire en ma
bonne foi, j'ai pas cherché à tricher, je pensais vraiment que Yarul s'était blessé en combattant Loki. Bon après c'est pas une théorie de dingue non plus, mais je tiens quand même à le préciser. Pour revenir à la déclaration de Yarul, il semble avoir été témoin du meurtre de Harald par Loki. C'est bizarre d'imaginer que le doyen des géants puisse mentir, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas le flashback de ce régicide, je n'y croirais pas entièrement. C'est pas comme s'il existait des fruits du démon capables de manipuler les esprits ou prendre des apparences. Donc t'inquiète Loki, je suis peut-être totalement délu, mais je crois en ton innocence. Frérot. À l'instant, je me justifiais sur la théorie de l'épée de Yarul, j'en ai une autre qui s'est validée, et pour le coup, je l'ai sortie durant le chapitre 1131, c'est que Shanks est bien celui ayant arrêté Loki il y a 6 ans, alors que ce dernier avait pris la mer. C'est Yarul qui nous le confirme, et ça pourrait donc aussi confirmer que Shanks est devenu Yonko grâce à cet exploit, quand Loki a eu sa prime spéciale, exactement comme je le disais dans ma théorie. La rancune de Loki est alors des plus compréhensibles, lui qui, comme Oden, avait enfin pu prendre la mer, s'est retrouvé à combattre le monstre qu'est Shanks qui l'a renvoyé directement à la case départ. C'est aussi bien la preuve que Shanks était chargé d'une mission. Est-ce les géants qui voulaient la capture de Loki alors qu'il tente de l'exécuter, ou est-ce le gouvernement mondial qui l'a chargé de le renvoyer chez lui, craignant qu'il s'agisse véritablement du dieu soleil? Je penche quand même totalement pour cette option, bien précise. En tout cas, nous avons beau avoir de nouvelles informations sur Loki, son fruit du démon, lui, n'est toujours pas annoncé, mais il se pourrait bien que ça change dès le prochain chapitre, et je vous en parle dans quelques instants. Avant cela, Luffy, Zoro et Nami veulent voir Loki pour savoir si les géants ont dit la vérité à son sujet. Déjà, je trouve ça intéressant qu'ils se questionnent sur la véracité de leurs propos. C'est une possible raison de plus pour penser que l'histoire n'est pas exactement comme celle que les géants nous ont décrite. Ils vont donc chercher la clé pour libérer Loki, une clé se trouvant dans le château d'Elbaf, et... Bah tiens, quel drôle de hasard. C'est là-bas que se trouvaient les 2 chevaliers divins qui ont attaqué les 2 gardes géants dans le dernier chapitre. Ce qui signifie que lorsqu'ils s'y rendront, Luffy, Nami et Zoro découvriront les géants KO et apprendront de leur bouche que des intrus en ont après Loki, ce qui va les pousser à rejoindre le monde des enfers d'autant plus vite. Et c'est là que les choses sérieuses commencent enfin. Ce chapitre se conclut par la présence des 2 chevaliers divins face à Loki. La femme se nomme Gunko, le double de Shanks lui n'est toujours pas nommé, et en tout cas leur mission est de recruter le prince maudit au sein de leur ordre, protégé par son ami le loup qui risque toutefois de pas finir l'arc, vu la position délicate dans laquelle il se trouve. Loki fait preuve d'une grande philosophie de guerrier, acceptant la mort de son ami en échange d'une haine qui le poussera à détruire le monde entier. Bon bah encore une fois, j'ai une bonne pelletée de choses à vous dire. Oda il nous a sorti un vrai bon chapitre, enfin si tu enlèves le traitement catastrophique de Rod qui devient un servant de Nami, bah c'est rompiche à souhait comme scénario, ou bien que, encore une fois, il n'ait pas résisté à mettre un putain de chevalier divin en culotte, comme si c'était une tenue normale et traditionnelle d'un ordre de guerriers combattant pour les dragons célestes. Pas de soucis. Allez, peace, on s'énerve pas, et on parle dès maintenant du destin de Loki, recherché comme nouveau chevalier divin. Je pense qu'on peut facilement trouver la raison qui les pousse à vouloir le recruter. Il a une puissance ahurissante. Il est opposé au pouvoir des géants d'Elbaf, et en plus, on sait qu'il ne sera pas le dieu soleil, puisque c'est Luffy qui s'est éveillé récemment. Donc ça, ok, mais du coup, les chevaliers divins ne sont pas que des Tenryubito. Ils peuvent aussi recruter des gens pas nobles. C'est assez inattendu, mais ok, j'aime beaucoup l'idée. En tout cas, les critères de sélection seraient très particuliers, certainement pas ouverts à tous. Le fait qu'ils aient voulu recruter Loki me fait dire que seuls les héritiers d'un sang royal peuvent prétendre à être chevalier divin. En gros, Momonosuke pourrait en être un, puisqu'il a du sang royal de Kozuki, Rebecca a du sang royal de Riku, les frères Neptune également a du sang royal de Neptune, enfin bref, vous avez pigé l'idée. Il faut donc voir si c'est un vrai bail ou si c'est une tentative de manipuler Loki. Je trouve ça étonnant de lui proposer d'être chevalier divin alors qu'il a une prime spéciale sur sa tête, et par-dessus tout qu'ils n'ont même pas encore conscience de ses faiblesses. Recruter un gars aussi problématique sans connaître ce qui peut le contrôler, je trouve ça pas très honnête de leur part, mais bon, loin de moi l'idée de juger leurs critères de sélection. Ce qui est sûr, c'est que ça demande pas mal de pouvoir d'être un chevalier divin, et Gunko nous l'a bien prouvé. Encore une fois, et comme je l'ai dit dans mon analyse du chapitre précédent, elle utilise une capacité basée sur le contrôle des bandages, alors on notera évidemment la pointe en flèche, faisant penser à ce qui a transpercé Cobra sur Marie-Joise. Alors je ne pense pas que ce soit elle qui était présente auprès du Gorosei, cependant je me dis que si jamais Imu est à l'origine des pouvoirs des 5 doyens, elle est peut-être aussi des chevaliers divins, et donc ce pouvoir de manipuler les bandages ou les tissus, ou je ne sais quoi, eh bien ça vient peut-être d'un des dons accordés par Imu à Gunko, expliquant pourquoi cette technique ressemble à ce que le grand chef ultime du gouvernement utilisait face à Sabo. Maintenant, que penser du prochain chapitre, ou du moins des prochains événements? Celui qui va causer le plus de soucis, c'est Shanks. On va juste l'appeler Shanks 1. Pas le double ni rien parce que flemme. Il existe un monde où Loki est enlevé par les chevaliers divins en étant téléporté à travers le même cercle démoniaque par lequel ils sont arrivés. Oublions pas que la clé pour le libérer se trouve dans le château et que c'est là-bas que sont apparus les chevaliers divins. Ils ont peut-être récupéré alors son seul moyen de libération. Mais si Loki reste ou si les Mugiwara interceptent les chevaliers divins, alors c'est Shanks qui va poser problème. Déjà, il peut utiliser un pouvoir caché bien supérieur à celui de Genko, c'est évident, peut-être même capable de mettre KO Loki ou d'échapper à la vigilance de tous, je sais pas.
mais il doit être redoutable, sûrement autant que le vrai Shanks ou pas loin. Ça doit être une vraie élite, mais surtout, Loki et Luffy ne sont pas censés savoir que ce n'est pas le vrai Shanks, s'il s'agit d'un faux bien sûr. Si Shanks part avant que les Mugiwara arrivent, alors Loki va dire à Luffy qu'il était là, puisque ce dernier lui disait au chapitre 1131 être à sa recherche. Loki va lui dire qu'il était un peu différent de d'habitude, mais qu'il était là et que c'est lui qui a tué son loup ou qui l'a mis dans un état critique. Chose qui risque de choquer Luffy, surtout en apprenant que ce même Shanks a détruit le bateau de Bartholoméo dans les prochains chapitres. L'autre scénario possible est qu'en arrivant là où se trouve Loki, Luffy aperçoive pendant une fraction de seconde ce faux Shanks. Normalement, il captera au premier coup d'œil que ce n'est pas lui, mais dans le cas contraire, ça risque encore une fois de le choquer. Surtout que dans ce chapitre, il disait vouloir le voir. Donc en gros, une première rencontre avec Shanks, même si c'est le faux, risque d'avoir lieu dans les prochains chapitres. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette review, cette première de l'année. Bonne année à vous tous. Au fait, j'ai totalement oublié de vous la souhaiter. Je vous souhaite tout le bon que vous méritez, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours et vos avis sur toutes les théories que j'ai pu vous proposer. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros. Peace.